on reprend un petit peu avec quelque chose sur lesquels je voulais un petit peu revenir parce que c'était en fin de réunion et du coup, on l'a évoqué très rapidement la dernière fois et c'est quand même une matrice et quelque chose qui est vraiment fondamental pour nos métiers du web. C'est ce fameux parcours client en 6 étapes avec effectivement des actions ou des supports de communication que je peux mettre en place en face de chaque étape, que ce soit des supports digitaux ou des supports entre guillemets traditionnels. Alors le but du jeu, c'est qu'on ait quand même des petites structures. Donc il va falloir qu'on concentre nos énergies vers ce qui est le plus efficace et important. Est-ce que tout le monde a éteint son micro? Parce que du coup, j'entends un peu vibrer. Oui, c'est Alors, ce qui qu'il c'est qui n'aurait pas éteint le micro? Fanny, tu n'as pas. Ben voilà, j'ai qu'un pour tout le monde. Ouais, mais si je mets. Moi, je vais quand même pas faire comme ça parce qu'elle fait beaucoup. Donc, il reste Fanny qui n'a pas éteint son micro et j'ai Pérez Odile qui n'aurait pas éteint son micro. Christelle aussi, ton micro est toujours allumé. Donc, si vous pouvez les éteindre pour éviter que ça fasse des perturbations audio. Christelle, elle a quitté le poste avec son téléphone, donc elle ne peut pas t'entendre. Alors, écoute, je la fais muette, Christelle. Hein. Ceux qui n'ont pas éteint, je vous fais muer. Et puis, bon, ben, faites des petits signes si vous voulez reprendre la main. Oui, donc, j'ai bien conscience de la taille de nos entreprises et du côté chronophage que vont avoir certains supports et certaines actions. Moi-même, je le vis au quotidien. Nous, on n'est que 3. Les réseaux sociaux, c'est moi qui les assure complètement. Mes collaboratrices assurent d'autres choses. Et effectivement, moi, je me challenge parce qu'on a des fiches Excel temps où on note tous les temps qu'on passe, que ce soit sur des dossiers clients ou que ce soit sur nos propres outils de communication à nous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les métiers du digital et de la com digital, on est sur de la production intellectuelle. On est sur de la création, on est sur de l'idée, on est sur du graphisme. Et dans ces métiers-là, on n'a pas trop l'habitude de raisonner comme des industriels qui vont nous dire, si on les interroge, ben moi, tel produit, c'est tant de temps de production sur ma machine, ou tel produit, c'est tant de temps de production de mes équipes. Et ben, en fin de compte, pour ce qu'on va avoir à faire pour notre propre com, il faut raisonner en notion de production. C'est pas parce que c'est de l'intellectuel que c'est pas des temps de production, des temps qui du coup coûtent de l'argent à l'entreprise si elle met des collaborateurs dessus, si c'est nous qui le faisons nous-mêmes. Quand on le fait nous-mêmes, on ne se paye pas trop nous-mêmes, donc on se dit, ben, c'est bon, je passe 1 heure, 2 heures. Mais non, 1 heure, 2 heures, on a aussi un coût, c'est de la valeur pour l'entreprise. Donc à un moment, il va falloir se challenger et il va falloir avoir un suivi du temps qu'on passe sur notre propre com. Et quand on aura suivi le temps, eh ben, on va voir 2 surprises. Ben mince, finalement, je ne fais jamais de com. Ben finalement, ce mois-ci, j'ai tellement été surbookée par tout ce qui m'arrivait en clientèle, j'ai laissé tomber, ben oui, c'est normal, j'ai passé moins d'une demi-heure de temps de com sur ma propre entreprise ce mois-ci. Ou alors le contraire, ou ben dis donc, c'est ce qui m'est arrivé en octobre 2019, je m'en souviens encore, ou mais dis donc, Cécile, qu'est-ce qui t'a pris? T'as fait 20 posts sur Facebook, t'as fait 25 posts sur LinkedIn, t'as passé plus de 18 heures sur tes réseaux sociaux à toi. Bon, ben, t'es contente. T'as eu une audience de 10 000 personnes sur Facebook, 10 000 personnes sur LinkedIn. Donc, globalement, tu te dis, ben, cette com, ça m'a fait connaître à 10 000 et 10 000. OK. Mais en fin de compte, c'était quand même un mois où on avait beaucoup de travail, parce qu'on a toujours beaucoup de travail. Hein. Et je me suis dit, c'était surdimensionné. Tu ne peux pas consacrer, vu la taille de l'entreprise et ce que toi, ton rôle est dans l'entreprise, autant d'heures de com sur Boostacom. Bon, ça m'est arrivé qu'une fois. Hein, parce que par contre, effectivement, à ma création, ben, j'ai eu quasiment presque 1 an où je vendais des sites internet, je vendais de la com digitale et Boostacom n'avait toujours pas de site. Parce que effectivement, quand je me suis créée, du bouche à oreille physique avait fonctionné, j'avais déjà du travail. Et en fin de compte, eh ben, je n'arrivais pas à dégager du temps pour créer mon site. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, j'ai été invitée à une conférence où je savais que j'aurais 30 chefs d'entreprise. C'était à Saint-Marcelin, sur mon secteur. Et j'ai dit à un moment, Cécile, tu n'es pas crédible. Tu ne peux pas aller à une conférence, parler du digital, des réseaux sociaux du site si tu n'as pas de site. Donc, notre site, eh ben, je l'ai fait en 3 jours. Donc, vraiment condensé. Et après, je l'ai enrichi. Donc là,
Si je pose une question à l'assistante, ceux qui ont une idée, ils peuvent lever la main. Une création de site internet que vous confiez à une agence. Donc, vous voyez le côté client. Le côté client, ça va être du boulot. Mon collègue Julien Dumont, effectivement, du Chevrotin AOP en Savoie, il peut le dire, parce qu'on a fait un gros site pour lui, qui a plus d'une vingtaine de pages, que lui représente tous les agriculteurs. Donc, effectivement, côté client, rassembler les images, valider les contenus, rassembler les infos, échanger avec l'agence, on a l'impression que ça n'en finit plus. Côté agence, pour nous, sur un site à peu près de 9-10 pages, ce qui est à peu près la moyenne des sites que je vends en création, parce que du coup, c'est un bon rapport qualité-prix. Au niveau du budget, c'est encore accessible à des petites structures. Et par contre, comme moi, ma marotte, c'est le référencement. Avec 9 pages, on peut déjà commencer à poser un petit socle de référencement. Parce que, petit aparté, le référencement sur Google, c'est bien le nombre de pages du site, c'est bien le volume de contenu qui va faire le référencement. Donc, on commence à 9 pages et après, on va augmenter, etc. Donc, sur notre côté, un site de 9 pages, à votre avis, combien de temps on y passe? Est-ce que vous avez une idée ou pas du tout d'idée? Pas d'idée, personne? Bon, bah, je vais vous donner donc une fourchette. Un site de 9 pages. En plus, là, je vois que dans l'assistance, il y en a beaucoup quand même qui ont des sites beaucoup plus gros que 9 pages. Hein. Ben, nous, un site de 9 pages, avec toutes les étapes, on y passe, si tout se passe bien, à peu près une centaine d'heures. Si on galère un peu parce qu'on a plusieurs décideurs, parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours, parce que les contenus sont très techniques, parce qu'effectivement, on peut faire des sites qui sont très techniques quand on est dans l'industrie, et ben, on peut y passer jusqu'à 150, 160 heures, nous. Et pourtant, on a quand même des outils, on essaie d'aller au plus vite. Donc, effectivement, ce temps qu'on va passer sur nos outils, une fois qu'ils sont créés, eh bien, le message que je veux vous passer, c'est qu'il faut vraiment les utiliser, les faire découvrir à vos équipes, aux commerciaux, parce que finalement, un site, ça peut devenir un outil qu'on aura sur une tablette et qu'on montrera en rendez-vous. Hein. Faire participer les équipes pour enrichir le contenu, parce qu'on a un blog et que peut-être que dans nos équipes, on a différents experts et qu'on va pouvoir les interroger, même avec un smartphone, les interviewer sur leur poste. Paf, on poste la vidéo sur notre blog et c'est quelque chose d'humain qui va effectivement être un témoignage et mettre en valeur l'entreprise. Mais effectivement, tout ce temps qu'on passe, il faut qu'on le suive et il faut qu'on en suive son efficacité. Donc, et puis qu'effectivement, on ait bordé les choses au niveau de ce fameux parcours client en 6 étapes que je renverrai, et bien qu'on se challenge en disant, ben, finalement, ce que j'ai aujourd'hui, est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que cet outil-là, est-ce que le discours qui véhicule, est-ce que l'apparence de design qu'il a, est-ce que c'est à la hauteur et à la valeur de ce que je suis moi en tant que professionnel, de mon savoir-faire et de mes produits. Et moi, je suis trop souvent triste au départ de certaines collaborations quand je fais des premiers rendez-vous, que j'arrive dans des entreprises qui sont des pépites. Vous savez, ces PME, des pépites qui font effectivement la valeur économique de notre région et que effectivement, ben, ces pépites, elles n'avaient pas de site. Bon, ben voilà, on arrive à créer. Ou surtout, elles avaient des sites qui sont très négatifs pour leur image. On ne peut pas imaginer, croire en savoir-faire de l'entreprise, croire qu'effectivement c'est un expert avec les photos et les contenus. Notamment, ce qui est hyper important dans le site, c'est qu'au départ, maintenant, sur tous nos métiers, on n'entend que ça, innovation, modernité, innovation. Tout le monde fait de l'innovation, tout le monde est moderne. Ben, si on veut, entre guillemets, le faire croire et le démontrer par une preuve réelle à nos futurs clients, ben, il faut quand même qu'on ait un site qui véhicule de la modernité. Donc la modernité, ça va être effectivement des fonctions techniques, une visibilité sur le smartphone, mais la dernière idée, ça va être aussi un type de design, des types de photos, des façons de communiquer qui évoluent
et qu'on doit faire évoluer une fois qu'on a notre fameux dispositif. Donc, au niveau du dispositif, on est d'accord? On le construit pour nous, pour l'entreprise, pour générer du chiffre d'affaires, pour générer de la visibilité, pour se faire connaître auprès des consommateurs. Et puis aussi, on le construit des fois pour nos actionnaires aussi. Parce que l'actionnaire, quand il a effectivement des parts dans différentes sociétés, ben, il est bien content de pouvoir en parler et de montrer des sites qui sont modernes. Mais ce fameux site et ce fameux dispositif, on le construit en premier lieu pour nos clients. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que mentalement, on se mette dans la porte du client. Comment? Je vais refermer la porte? Qu'est-ce que... Non, c'est moi qui l'ai poussé pour le bruit comme je suis en... Mais tout le monde muet, hein, c'est moi. Là, ça doit être bon. Donc, effectivement, pour nos clients, ça sous-entend se mettre dans la tête de nos clients. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, et d'ailleurs, dans le support, je vous mettrai le lien d'une vidéo qui dure 2 minutes et que je trouve extraordinaire d'un coach. C'est la notion de la chaise client. Alors, je ne sais pas si des entreprises la pratiquent en réunion commerciale, en réunion stratégique. On laisse une chaise vide. Et cette chaise vide, elle doit symboliser le client qui s'exprime. Le client qui exprime ses besoins. Le client qui exprime ses craintes, ses doutes. Et nous, en face, dans l'entreprise, on doit déjà avoir les réponses et les solutions pour effectivement arriver à ce que ces craintes, elles soient rassurées avant même qu'il les exprime. Et notamment sur notre site Internet, on doit travailler dessus pour que dans le site et dans nos dispositifs, dans nos arguments commerciaux, dans la façon de nous présenter, on ait déjà répondu en amont à toutes les craintes qu'ils pourraient exprimer. J'ai travaillé en entreprise, donc j'étais responsable market, et puis en face de moi, ben, j'avais quoi? J'avais des commerciaux, j'avais un PDG, j'avais des responsables techniques de production. Et nous, c'est vrai que notre rôle en marketing, c'est d'être toujours avant ces services-là. Puisque c'est nous qui devons faire venir les contacts pour les commerciaux, ben, notre tempérament, nous, c'est de foncer et puis d'être toujours en avance. Donc, des fois, c'est sûr que des fois, pour nos collègues, c'est un peu déstructurant. Ces réunions où il y a le marketeur qui est là, qui avance. Et moi, en tant que marketeur, ce que j'entendais quand j'étais en entreprise et que j'entends aussi des fois quand j'échange avec des clients, « Ah non, non, Cécile, on ne va pas mettre un numéro de téléphone sur le site parce que moi, tu comprends, moi, je suis à l'atelier, hein, donc s'il faut que je me déplace toutes les 5 minutes pour aller répondre, ça ne va pas le faire. » Oui, mais attends, là, tu m'as fait venir pour créer un site. Tu m'as fait venir parce que ton chiffre d'affaires, il stagne et le but du jeu, c'est qu'on t'apporte des gens. Si tout ce travail-là qu'on a fait sur les étapes qui sont préalables à la prise de contact, revenez sur vos fameux tableaux avec les étapes, si tout cet argent-là qu'on a dépensé, quand le contact il arrive, on n'est même pas fichu de dégager du temps pour répondre au téléphone, ben, ce n'est pas la peine que je fasse ton site. Hein. Parce qu'en fin de compte, au départ, le site, les gens, ils ont un rêve, c'est que tout arrive sur la boîte mail, que par mail. Comme ça, ben, je vais revoir mes mails et je réponds au nouveau contact client. Ben, ce n'est pas comme ça que ça arrive. Parce que d'abord, s'il faut que le client il fasse un mail à partir d'un site, c'est un effort pour lui. Il faut qu'il rentre dans sa boîte mail, il faut qu'il tape. Il fait un effort, on en a déjà perdu 70% des visiteurs. On sait que la prise de contact la plus instantanée et où on arrivera le mieux à garder trace du contact, c'est bien le téléphone. Donc moi, à chaque fois que je rentre sur un site que je n'ai pas créé, parce que du coup, mes clients, ils y passent, il y a forcément un téléphone dessus. Hein. Chaque fois que je rentre sur un site et que je vois qu'il n'y a pas le téléphone, je ferme le site. Terminé. Moi, en tant que cliente, entre guillemets, je me sens insultée. Je me dis, celui-là, il n'a même pas le respect du client parce qu'il ne donne même pas le moyen de le contacter directement. Donc, effectivement, au niveau de ce dispositif, eh ben, on analyse tout et on se dit, ben là, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce qui est important pour mes clients? J'ai des jeunes clients, je vais faire un site où ça bouge dans tous les sens, où il y a beaucoup de mouvements, avec un design spécifique, avec des box de réseaux sociaux énormes, etc. J'ai une tranche de clients plus 35, 55. Je vais faire mon site différemment, avec des boutons différents, avec des chemins de navigation. J'ai des clients plus de 65, et là, j'ai le cas pour certains. Là, je vais écrire mes accroches plus gros. Je vais travailler effectivement mes arguments et mon design de site en fonction de qui sont mon client.
Donc, en web marketing, on a ce qu'on appelle les fiches persona. Donc, je vous montrerai un exemple sur la présentation. Je vais essayer de partager l'écran pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait justement avec les élèves et ce qui est maintenant un incontournable quand on a un projet web en général, que ce soit un site ou que ce soit une grosse campagne de pub. Alors, le persona, c'est quoi? Donc, on va partager l'écran. Il faut partager le bon écran parce que j'ai plusieurs choses. Alors, je vais arriver dessus. Voilà. Est-ce qu'il est partagé, mon écran? Oui. Alors, ma fiche persona, elle est là. Est-ce que, du coup, vous la voyez bien? En fin de compte, je définis globalement les 2, 3, 4 grands groupes de clients que j'ai qui représentent des tranches d'âge ou qui représentent des postes d'acheteurs différents. Et effectivement, je vais carrément leur donner un prénom. Parce qu'effectivement, ben, si en face de moi, j'ai un cadre supérieur, Gérard, 45 ans, ben, lui, globalement, il communique plutôt par email. Il est sur Facebook, jamais sur LinkedIn. Qu'est-ce qu'il pense de mon produit? Qu'est-ce qu'il attend de mon produit, de mon entreprise? Ses attentes. Quelles sont ses frustrations, ses points de douleur? C'est une terminologie qu'on utilise en marketing pour effectivement bien se mettre dans la peau de notre futur client et bien prendre la mesure. Ben, ses points de douleur, c'est quoi? C'est qu'il a peur que ça lui coûte trop cher, qu'il a peur que… Là, ben voilà, donc c'était pour des produits techniques qui est passé de courant disponible, que effectivement ce soit obsolète rapidement comme technologie. On note aussi tous ces points de douleur et on essaie un peu de raconter son histoire. Et cette fiche-là, eh ben, vous voyez que vous avez l'âge, le travail, est-ce qu'il est plutôt célibataire, où est-ce qu'il habite, si j'arrive un peu à avoir des infos, ses attentes, ses frustrations, s'il a un parcours professionnel type, parce qu'on sait que quand on est en B2B, en industrie, des fois on s'aperçoit qu'on peut avoir certains acheteurs qui ont fait certaines écoles, des choses comme ça. Donc ça, c'est bon à savoir. Et effectivement, ce qui est très important pour moi, les technologies utilisées. Est-ce qu'il utilise plutôt un smartphone? Est-ce qu'il utilise souvent Internet? Sur quels réseaux sociaux il est? C'est ce qu'on appelle notamment ses préférences de communication et une notion de maturité digitale. Est-ce que le client que j'ai en face de moi, il est très avancé dans le digital? Donc, est-ce que je vais aller sur les dispositifs que je mets en place sur des choses très avancées, notamment des fonctions que je vais mettre sur mon site, des types d'emails que je vais faire en automatique? Est-ce que le client que j'ai en face de moi, il n'est pas mûr en digital? Donc, mon digital, il faut que je sois très pédagogique et que je ne fasse pas peur. Exemple concret nous concernant chez Boostacom, moi, si je voulais me faire plaisir, j'aurais un site avec noir de vidéos, des choses dans tous les sens, il y a des fonctionnalités merveilleuses que j'ai envie de mettre sur mon site. Par contre, je ne le fais pas parce que je sais que les clients que j'ai en face de moi, si je fais ça, je vais leur faire peur. Comment le client qui est PME, qui a besoin d'accompagnement pour se digitaliser, pourrait être rassuré avec moi en tant qu'agence si mon dispositif que je mets en place, il est trop digital. Donc, je mets un dispositif qui correspond au client que j'ai en face de moi. Autre petit tableau que vous regarderez qui est rigolo. Donc ça, en fin de compte, c'est notre clientèle qui est découpée par génération. Les anciens, nés avant 1945, les baby boomers, 45-1960, la génération, ce qu'on appelle X, 61-1980, les Y, 81-1995, et aussi les Z, nés après 95. Et effectivement, dans ce tableau, on résume un peu c'est quoi leurs aspirations, c'est quoi qui est important pour eux dans la vie, c'est quoi le produit qui les symbolise, comment ils sont vis-à-vis de la technologie numérique et quels sont les médias de communication préférés qu'ils affectionnent. Et là, justement, je veux m'arrêter sur cette ligne des médias, puisqu'on voit que la génération Y, ceux qui sont nés entre 1980 et 1995, ben, ils préfèrent communiquer par SMS et par les réseaux sociaux. Et le mail, c'est plus ma tranche d'âge. Et je vois bien, moi, maintenant, par rapport aux clients que j'ai en face de moi, eh ben, je me retrouve à avoir des échanges professionnels avec des OK, on met en place, qui m'arrivent par SMS, qui m'arrivent par Messenger.
Donc, à un moment, ça veut dire aussi que l'entreprise, elle doit s'organiser pour que toutes les informations qui lui arrivent des différents canaux arrivent sur une plateforme commune. Ça, c'est des abonnements qu'on peut prendre sur Internet. Ça existe. Vous avez des plateformes qui vont rassembler à un même endroit les SMS, les messages de Messenger ou de la messagerie LinkedIn et les mails pour avoir toutes les infos au même endroit. Voilà. Et donc ça, ben, vous le regarderez quand vous serez sur votre présentation. Donc là, je vais couper un petit peu le partage d'écran et je vais continuer. Donc effectivement, mon fameux dispositif, il est composé de quoi? Alors, on entend un peu tout et son contraire. Donc le but du jeu, c'est aussi d'enlever les fausses croyances. Vous avez des gens, et notamment souvent parmi les commerçants, ben eux, ils pensent que les réseaux sociaux, je suis sur les réseaux sociaux, déjà, c'est bien, ça suffit. Bon. Ben, les réseaux sociaux, c'est bien, sauf que les réseaux sociaux, c'est un peu comme si on était au café, en train de discuter avec le client, de boire l'apéro. Bon. Sur les réseaux sociaux, on va survoler la problématique professionnelle, on n'est pas là pour parler sérieux. Encore plus sur Facebook. On est là pour quoi? On est là pour se dire bonjour en passant, on est là pour rire ensemble, on est là pour s'étonner, on n'est pas là pour faire du business à 100%. Donc, les réseaux sociaux, ça ne sera pas suffisant par rapport à un objectif sérieux d'entreprise qui veut vendre. Et ensuite, deuxième effet qui se coule négatif pour les réseaux sociaux, ben les réseaux sociaux en référencement pour être le premier sur Google, ce dont on a parlé sur la première conférence, ben les réseaux sociaux, c'est qu'un petit paramètre sur 350 paramètres qu'on doit checker et remplir pour Google, et ça n'aura jamais autant de poids qu'un site Internet avec son blog. Quand vous tapez une recherche sur une entreprise, quand vous tapez encore plus une recherche sur un produit, si je tape bourguignon d'Alalu, qu'est-ce qui se passe sur mon résultat? Eh bien, sur les résultats, le site Internet remonte toujours avant la page Facebook ou la page LinkedIn de l'entreprise. Deuxième cas, encore plus, si je tape un nom générique des produits que je vends. Donc, par exemple, je vends de la gouttière alu. Donc là, le référencement, il est autrement plus difficile. Parce que globalement, quand on tape le nom, ça veut dire qu'on a déjà fait la moitié du chemin en termes de communication, que les clients nous ont connus d'une manière ou d'une autre. Et puis, effectivement, dans notre site, notre nom, il est tellement répété, il est répété que chez nous, donc quand même, on doit sortir premier sur notre nom. C'est globalement logique. Par contre, quand on commence à taper des produits, ça peut être aussi photographe, reportage, mariage. Récemment, j'ai travaillé hier sur avocat divorce Valence. Avocat divorce Valence, il y en a un paquet des avocats qui font du divorce à Valence. Donc, si on veut sortir, ça ne sera jamais avec le travail des réseaux sociaux, parce qu'on n'aura jamais fait des longs textes et beaucoup de contenu sur cette thématique-là, sur un Facebook ou sur un LinkedIn. Donc, effectivement, la croyance de dire « j'ai les réseaux sociaux, ça me suffit », non. Et le duo gagnant, le minimum légal pour une entreprise qui se crée, qui n'aurait pas trop de budget, moi, c'est ce que je dis à mes clients, c'est un logo qui tient la route, une carte de visite, parce que la carte de visite, elle reste incontournable, même si elle est LinkedIn, un petit site Internet, un réseau social. Et là, tu es déjà le roi de la Terre, si tu as ça qui est correct, qui effectivement a pris en compte qui est ton client et les bons argumentaires, et que tu le fais vivre. Voilà. Donc ça, c'est le minimum légal. Et il y a bien la notion de le faire vivre, parce que ça veut dire qu'il y a la notion effectivement de l'enrichir. Alors, ce que je rencontre souvent comme difficulté en clientèle, quand on démarre à travailler cette com digitale, c'est que je dis aux clients, dites-moi qui vous êtes, dites-moi vos points forts, dites-moi vos points faibles. Bon. Le client, il déroule. Sur les points forts, à l'intérieur de ma tête, je me dis, ce qu'il me dit là, c'est exactement comme les autres entreprises qui font comme lui. Il me dit, oui, moi, tu comprends, j'ai un bon rapport qualité-prix, je fais du conseil, j'écoute mon client, je suis rapide, voilà. Et puis voilà, on a fait, oui, mais bon, ton produit, entre guillemets, c'est pas l'innovation du siècle.
comment je vais faire moi pour arriver à me différencier de tous tes concurrents. Donc là, effectivement, il y a cette notion de ce qu'on appelle la valeur de mon entreprise, mais la valeur qui me différencie. Si je prends un exemple me concernant Boostacom, ben, en fin de compte, oui, on est une agence de com, on fait du web, on fait de l'information. Ben, les agences de com qui font du web et de l'information, on en a une pléthore. Et puis, très souvent, je me présentais, c'est la réaction qu'on a tous, on se présente en disant nos savoir-faire, ce qu'on fait. Et en fin de compte, il y a quelques temps déjà, ça m'a fait, j'ai eu comme un éclair de lumière. Et je me dis, mais finalement, Cécile, quand tu fais plein de rendez-vous clients, quand tu revois des clients plus tard, qu'est-ce qu'ils te disent par rapport à toi, ton entreprise, qui fait qu'ils restent avec toi et qui est différent des autres. Et en fin de compte, ce que je m'aperçois, c'est que les gens ils me disent toujours, ben Cécile, j'aime bien avec toi parce que tu expliques, c'est clair, je comprends, c'est avec mes mots, je suis rassurée. Et on y va pas à pas, et le fait que tu m'expliques et que ça me rassure, et qu'on fouille quand même les choses, eh bien, c'est ça qui fait finalement que je reste avec toi. Et c'est vrai que j'avais vu, comme l'avait dit plusieurs fois, et maintenant, c'est quelque chose que je prends dans mes argumentaires et dans ma façon de me présenter et que j'utilise dans mes outils de com. Donc, à un moment aussi, ben, interrogez-vous sur qu'est-ce qui fait la valeur de votre entreprise dans sa différence et n'hésitez pas à le faire en réunion d'équipe parce que vous verrez que déjà, vos salariés, si ça se trouve, ne partagent même pas la même vision de votre propre entreprise et auront peut-être des choses à vous apporter. Voilà. Donc, effectivement, j'ai des petites questions qui arrivent. Hein, donc là, je vais répondre avant de passer à la suite. Aujourd'hui, j'avais un programme qui est dense parce que j'avais envie de vous parler de plein de choses. Alors, il faut bien que je regarde l'horaire. Donc, effectivement, comment je peux connaître mes personas, comment je peux savoir quel âge ils ont. Ben, moi, je n'ai pas du tout l'habitude de faire ça dans mon entreprise. C'est complètement vierge là-dessus. Alors, d'abord, vous avez sur Internet des études de marché qui sont faites par vos syndicats professionnels, qui sont faits aussi par des sociétés reconnues au niveau national d'études. Donc, vous tapez études de marché, vous tapez derrière des secteurs d'activité, des noms de produits, éventuellement études de marché, le nom du produit, .pdf. Et vous verrez qu'en fin de compte, le web, c'est une ligne d'information. Et c'est toujours, moi, ce qui me fait plaisir parce que c'est normal, moi, c'est mon métier, le marketing et Internet. Donc, la veille Internet, la recherche, c'est normal que je sois plus performante que les clients lambda. Et il m'est arrivé d'arriver en clientèle, par exemple, chez un fabricant et poseur de fenêtres. Et je lui dis, est-ce que tu sais qu'en 2019, les couleurs les plus vendues au niveau des fenêtres, c'était rouge et bleu outre-mer. Oh, comment tu sais ça, Cécile? C'est vrai, je vends beaucoup de rouge. Comment tu sais ça? Je lui dis, tu lis pas les résultats et les études qui sont publiées par ton syndicat, c'est une mine d'information. Donc, effectivement, sur le profil de qui sont nos clients, les tranches d'âge, etc., c'est des choses qu'on peut trouver sur des recherches d'études. Et après, pour ceux qui auraient des budgets, pour des choses vraiment plus précises et intéressantes, il y a ce qu'on appelle le ciblage par les prénoms. En fin de compte, on peut donner les prénoms de notre fichier client et en fin de compte, par rapport aux tendances des prénoms qui sont plus choisis en fonction des années, on va arriver derrière à avoir une cartographie un peu des tranches d'âge de nos clients. Et puis après, c'est aussi peut-être des choses à demander, notamment quand on travaille avec le consommateur final. Ça fait partie des champs qu'on doit avoir dans notre fameuse base client, une tranche d'âge, voilà. Après, on ne force pas le client à la donner. Donc, moi, je n'ai pas ça dans mes champs, hein, parce que pour faire de la bonne com pour l'entreprise, je n'ai pas besoin de connaître l'âge des chefs d'entreprise. Mais c'est vrai que sur certains métiers, connaître la tranche d'âge, c'est une demande. Voilà. Donc, on a bien reparlé de tout ce qui était au niveau de notre proposition de valeur. Une fois que la proposition de valeur est faite, c'est-à-dire le point fort de l'entreprise par rapport aux autres, il va falloir que je l'exprime. Et c'est là où ça se corse, parce qu'on est bien d'accord, le digital, le site ou les réseaux sociaux, on a 8 secondes. 8 secondes pour retenir l'attention. Donc, 8 secondes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai choisi une image
qui a plein de petits détails dans tous les sens où mon œil, il tourne sur l'écran parce que je n'arrive même pas à comprendre de quoi parle l'image. Si j'ai mis des patates de texte, si j'ai mis des flèches dans tous les sens, bah, les 8 secondes, la personne, elle est sortie. Hein. C'est terminé. Donc, effectivement, cette proposition de valeur, elle va s'afficher sur la page d'accueil du site, elle va s'afficher sur la bannière des réseaux sociaux, elle va s'afficher sur une phrase clé qu'on dit en début de rendez-vous. Cette proposition de valeur, on la travaille. On la travaille au niveau du texte, on la travaille au niveau de l'image. Donc, on dit toujours, une image, ça vaut 5000 mots. Ben, moi, ça ne me plaît pas parce qu'au départ, mon cœur de métier, c'est rédactrice, référenceur. Et donc là, je vais vous enlever une illusion. Si vous faites un site qu'avec des images, vous allez être au fin fond du référencement sur Google. Parce que Google, lui, c'est une machine et lui, ce qu'il lit, c'est des mots. Les images, il ne sait pas les lire. Hein. C'est bien des mots. Donc, à un moment, un site bien référencé sera toujours un site qui aura du texte. Si j'ai les deux mêmes sites, les deux mêmes entreprises, un site qui a du texte, un site qui n'a pas de texte, celui qui a du texte, il sera toujours meilleur, il aura toujours plus de visiteurs. Et notamment, au niveau des mots, un petit ratio qui va vous interpeller. Aujourd'hui, une page de site internet, les pages où je dis découvrez mon entreprise, mes savoir-faire, c'est les pages globalement où on navigue. On est d'accord? Elle doit avoir au minimum 350 mots. 350 mots. Alors les clients me disent, mais quoi mais les gens, ils lisent pas. T'es folle, 350 mots. Moi, en plus, j'ai horreur de lire. Oui, mais ne t'inquiète pas. On va mettre 350 mots, mais on va mettre plein d'images entre les mots. Et on va réussir à faire quelque chose de joli avec mes mots et mes images. Et les 350 mots, je ne les fais pas pour l'internaute. L'internaute, moi, ça me suffit qu'il ait lu ma grande accroche, qu'il ait lu le tout petit texte de 3 lignes qui fait que derrière, il se souvient de moi et qu'il m'appelle. Les mots, je les mets bien pour Google. Donc, effectivement, quand un client me dit « Cécile, je veux un beau site avec plein d'images, mais surtout pas de texte », eh ben, je lui dis ça, d'abord, je ne vais pas être le bon prestataire parce que moi, ce que je veux d'abord, c'est faire un site qui te rapporte des visiteurs et des clients. Et si tu fais que des images, ça ne marchera pas. Donc, par contre, l'impact qu'aura notre page d'accueil, et ça, après notre conférence, reprenez votre page d'accueil de votre site et posez-vous les questions. Est-ce que c'est correct ou pas? Je voulais vous montrer 2-3 pages d'accueil qu'on a pu faire pour que vous preniez conscience de cette notion de 8 secondes et de choses percutantes. Donc, on va partager l'écran. Voilà. Partager. Donc là, c'est quoi? Ça, c'est un site d'une société de Lyon qui est spécialisée dans le financement du matériel pour les entreprises. Donc, effectivement, on a quoi? On a une première image qui montre son métier. Voilà. Elle regarde les chiffres, elle finance pour que l'entreprise puisse toujours avoir un matériel à la pointe et être performante. Et on a mis qu'une accroche, financer et développer votre activité. Là, on a dit l'essentiel. Et on est bien d'accord que l'image doit être la représentation exacte de la phrase qu'on a mis. Donc, ça se travaille ensemble. Là, après, vous avez un deuxième exemple pour… Alors, j'espère que ça va. Hop, pourquoi je ne passe pas moi? Hop. Un deuxième exemple sur une société complètement différente. Donc, ça, c'est un club de sport aquatique à Romans. Donc là, on a un client final qui est du particulier. Et là, effectivement, Aqua Fitness, je me sens bien. La promesse de valeur du centre, c'est quoi? C'est grâce aux activités que vous ferez chez moi, vous allez vous sentir mieux. Et on a bien une personne qui est en train de pratiquer l'Aqua Fitness et qui a un sourire. Ensuite, là, on est sur un style complètement différent, c'est-à-dire de l'industrie pure et dure. Donc là, il faut que l'image représente l'environnement industriel, extrusion plastique. Notre promesse, c'est quoi? On est expert en extrusion plastique. Et on montre quoi? On montre une machine avec des produits. Et par contre, là, sur cette page d'accueil, on a fait un travail graphique spécifique sur les types de produits avec des petits dessins profilés pour montrer chaque type de produit qui sont cliquables. Parce qu'effectivement, on veut que les clients puissent arriver tout de suite vers le produit. Donc, petite question pour qu'il y ait quand même peut-être des interventions
chez vous. Est-ce que cette pratique de la chaise client, c'est des choses que vous faites en réunion? Est-ce que votre proposition de valeur, vous la connaissez déjà bien, vous l'avez rédigée et écrite à plusieurs et est-ce que du coup, vous concevez aussi un peu comme ça vos messages? Voilà. Qui c'est qui veut intervenir? On n'est pas là pour se donner des… Ah, c'est normal, s'il y en a qui me disent, ben oui, on fait tout, tant mieux, super, je suis contente. Hein. Et puis s'il y en a qui disent, ben non, pas trop, ben, je vois que finalement, ma proposition de valeur, parce qu'elle doit évoluer, la proposition de valeur, hein, parce que nos technologies, elles évoluent, notre boîte, elle évolue, donc il faut qu'on évolue. Donc, personne ne veut intervenir, c'est Cécile qui continue toujours à parler. Bon, si tout le monde est encore là, ça veut dire que je dis pas trop de bêtises. Donc, on déroule. Hein. Je me crois en train de faire le cours à mes élèves quand je dois tenir de 9h du matin à 17h le soir en visio. C'est pareil, les élèves, ils s'écoutent. Bon. Bon, il y en a qui jouent aux fléchettes aussi, hein. J'ai bien vu. Hein. Tant pis. Hein. Donc, effectivement, on a vu les exemples de sites. Donc là, il faut que j'arrive à refaire. Alors, le dispositif digital, je vais repartager mon écran parce que là, ben, du coup, ça sera plus compréhensible pour vous. Donc là, partage d'écran, on est là. Partager. Donc ça, c'est des petits schémas que j'ai faits et que j'aime bien. En fin de compte, les missions de la communication, on a 3 missions. On doit faire connaître l'entreprise, on doit la faire aimer, ce qui est quelque chose qui n'est pas forcément peut-être aujourd'hui encore compris par tous les responsables com ou toutes les entreprises, on doit vendre. On est bien d'accord que le but ultime, c'est on doit vendre, on doit apporter de la valeur. L'entreprise, elle dépense des sous en com, il faut que la com, elle fasse un retour sur investissement. Faire connaître, c'est très important, on va mettre beaucoup de budget dessus quand on est nouveau. Par contre, quand on est une ancienne entreprise, où on a l'impression qu'on est connu de tout le monde et qu'on est déjà une bonne notoriété, il ne faut pas oublier de continuer à faire des actions comme ça, parce qu'il faut bien se dire qu'on a encore des concurrents qui sont en train d'arriver et que peut-être qu'il y a des nouvelles personnes en poste ben, qui n'ont pas entendu parler de nous, donc il faut quand même continuer toujours un peu à le travailler. Le faire aimer, hyper important, parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, ben, globalement, tout le monde communique, tout le monde sait globalement se faire connaître. Par contre, effectivement, qu'est-ce qui fait la différence pour un client de recommander chez nous ou pour un prospect de venir chez nous? C'est un peu une relation professionnelle et émotionnelle. Il y a le concept de ce qu'on appelle un peu l'amitié professionnelle. On est bien d'accord, on ne mélange pas tout. J'ai ma famille, j'ai mes amis, c'est ma sphère privée. Par contre, à un moment, je vais créer une relation avec mon client, je vais avoir un respect mutuel, je vais sortir de la relation uniquement commerciale, je te vends quelque chose, je te fais un prix, tu m'achètes, c'est terminé. Et c'est cette façon d'arriver à faire aimer l'entreprise et à bâtir sa relation commerciale sur un autre niveau qui va nous faciliter derrière les choses parce que effectivement, entre guillemets, un client qui nous aime, c'est un client qui nous recommande à d'autres. Un client qui nous aime, qui a du respect pour nous, c'est un client qui pense à nous dès qu'il a un besoin. Donc, effectivement, sur le faire aimer, les réseaux sociaux sont par définition le canal idéal pour remplir cette mission. Et puis ensuite, on a le faire vendre. Donc, on peut dire que tout ce qu'on fait en connaître et en faire aimer, ben, ça va aider à faire vendre. Mais par contre, pour faire vendre, on va avoir des outils qui seront plus adaptés à un retour de vente direct, notamment l'emailing. L'emailing utilisé à bon escient. Donc là, effectivement, ben, ce petit tableau pour vous rappeler nos 3 missions. Et derrière, eh ben, on va arriver sur notre dispositif. Alors, le dispositif, c'est quoi? Le site Internet au cœur des dispositifs. Le site Internet, c'est quoi? C'est ce qui m'appartient, c'est ce qui est à moi. Je maîtrise mon discours, je bâtis mon référencement dessus. C'est là où je consacre tous mes efforts. Et derrière, j'ai une série de dispositifs ou d'actions que je peux faire. Et par contre, je vais choisir ce que je fais en fonction du temps disponible. Parce qu'effectivement, le site Internet, eh ben, il faut que je le mette à jour, il faut que je fasse des articles de blog et il faut que je le partage sur les réseaux sociaux. Donc, j'y consacre une grosse part du temps.
Et en général, derrière, je vais me mettre visible sur un ou deux réseaux sociaux. Ne cherchez pas à en avoir trop, parce que sinon, eh ben, vous n'aurez pas une communication de qualité, vous n'aurez pas une communication régulière. À l'heure d'aujourd'hui, chez Boostacom, on a quoi en réseau social? On a LinkedIn, on a Facebook. Ah, ben, je rêve de travailler aussi Instagram et YouTube. Par contre, pour l'instant, notre dimensionnement de notre équipe ne le permet pas. Et comme de toute façon, je sais que sur Instagram, c'est des gens plus jeunes qui ne sont pas mes clients et que globalement, ce que je fais sur Facebook et sur LinkedIn, ça suffit à m'alimenter et à voir que mon audience, elle grossit, je n'attaque pas Instagram tout de suite. Peut-être que quand on aura une quatrième personne qui arrivera chez nous, on attaquera Instagram. C'est tout ce que je souhaite. Voilà. Donc là, eh bien, effectivement, c'est mon dispositif avec le site internet. Et du coup, je rapporte aussi ce dispositif, vous le regarderez, à ces fameux temps d'étapes clients. Et bien, effectivement, au niveau des étapes, et ben, vous voyez que vous avez aussi toutes les actions, les supports de com qui se mettent en place. Et le but du jeu, c'est de vous dire où j'en suis avec ça aujourd'hui. Donc, on va arrêter. Et on va avancer sur maintenant le site internet. On va y passer dessus. Alors, hop. Parce que là, hop, je suis Alors, le site internet. Alors, pour moi, c'est l'outil, mais qui nous décuple les opportunités quand on est PME. Pourquoi? Parce qu'on peut être un salarié, 2 salariés, 3 salariés, et on peut faire un site magnifique et ramener des très gros clients. Parce qu'en fait, effectivement, on n'a pas de frein. On peut avoir un plus beau site, une entreprise de 3 salariés peut avoir un plus beau site qu'un gros concurrent. Il suffit que pour cela, elle ait fait le bon travail en amont, qu'elle ait le bon prestataire, et on va avoir un super travail. Un exemple concret, j'ai travaillé pour un cabinet qui est en fin de compte un bureau d'études industrielles sur Lyon, qui intervient dans les sociétés industrielles pour notamment faire des machines sur mesure, de l'automatisme sur mesure, ou même pencher des chaînes de production. Le monsieur travaille tout seul à Lyon. On lui a fait un super beau site et on l'a référencé. Quand je le revois un an après, il me dit « Cécile, j'ai un problème avec votre référencement. » Ah bon? Et bien, en fin de compte, j'ai que des grosses boîtes comme Thales qui m'appellent sur des projets, mais en fin de compte, comme je suis tout seul, ben, quand on leur dit que je suis tout seul, du coup, ça ne transforme pas. Vous m'avez fait un trop beau site. Je lui dis, en plus, il est très sympa, ce gars. Je lui dis, oui, mais là, moi, ça me pose un problème parce qu'avec le référencement, même avec toute la bonne volonté du monde, dans les mots que cherchent les acheteurs comme Thales, s'ils cherchent cabinet spécialisé, machine, outils sur mesure, moi, j'ai pas la possibilité de mettre un filtre qui dit, vous êtes trop gros, c'est pas vous qu'on veut, on veut les petits. Mais effectivement, ce cas-là, de faire un beau site pour pour des petites entreprises. J'ai le cas d'une entreprise, à l'époque, ils étaient 5, et ils ont décroché un gros contrat Michelin par le site. Bon, là, c'est royal, quoi. Parce qu'effectivement, c'est un gros client, derrière, ils embauchent, etc. Donc, effectivement, le site, ça va être une belle opportunité parce que même si on est petit, on va vraiment pouvoir mettre un discours très professionnel derrière. Ensuite, le site, il va avoir plusieurs utilisations pour toutes les personnes de l'entreprise. Tout le monde a un intérêt au site. Premièrement, le commercial. Outil de prospection. Si mon site il est bien fait, normalement, je dois avoir des demandes qui arrivent par le site ou de téléphone. Aujourd'hui, les internautes ne remplissent plus les formulaires de contact, ou très peu, parce que ça prend du temps et que se disent, mince, ils vont garder mon adresse, derrière, ils vont faire quelque chose, je ne veux pas laisser mon adresse. Aujourd'hui, les gens, ils téléphonent. Alors, c'est sûr que c'est compliqué parce que ça veut dire qu'à chaque appel, comment vous m'avez connu? Parce que nous, ça frétille. Hein. Nous, on veut savoir si ça arrive du site ou pas. Et ce n'est pas toujours agréable quand c'est un premier contact de démarrer par ça. Donc, vous avez différentes solutions. On peut imaginer, ça existe, que vous mettiez un téléphone spécifique sur le site et derrière ce téléphone, il est traqué. C'est-à-dire que c'est un numéro spécifique qui est que pour le site et donc vous pouvez exactement savoir d'où viennent les appels. Voilà, ça existe. Hein. Après, moi, personnellement, je ne cherche pas à avoir exactement le nombre d'entrées de nouveaux clients que j'ai fait à partir de mon site. Moi, il suffit que j'ai décroché 1 ou 2 clients
et que je regarde le chiffre d'affaires sur un ou deux cas et je sais que déjà le budget du site, il a été rentabilisé. Un exemple concret, si on parle un peu justement de budget, hein, que ça vous fasse un peu. Donc effectivement, j'ai eu l'occasion de créer un site pour un spa d'un hôtel 4 étoiles en station de ski. Donc le monsieur qui est venu me voir, c'est le directeur du spa. Et il me dit, on va faire un site pour présenter ce qu'on fait au niveau des massages, au niveau effectivement, il fait aussi l'acupuncture, il fait beaucoup de choses pour le bien-être. Et puis en discutant, parce que c'est le but du jeu, hein, moi au départ je pose plein de questions. Hein. J'ai même une cliente qui m'a dit qu'elle faisait des cauchemars, elle rêvait que je posais des questions où elle n'avait pas la réponse la nuit. Ça c'est quand on fait le site. Il y en a certains qui peuvent témoigner, c'est pas, voilà, je pose plein de questions. Et je lui dis, en fait, est-ce que tu fais des bons cadeaux de fin d'année est-ce que tu fais ça dans ton spa? Oui, oui. Je lui dis, écoute, ça serait intéressant parce que ça se vend vraiment très bien sur Internet. Donc, je te propose qu'on rajoute une brique sur ton site et on met du e-commerce. Dans cette brique de e-commerce, c'est ce qu'on va te mettre. On va mettre tes bons cadeaux et on va mettre les produits de beauté que tu fais de ta marque. Et je lui dis, avant même que le site soit ouvert, je lui dis, tu verras, hein, les produits de beauté, tu vas en vendre aucun. Parce que de toute façon, la beauté, c'est hyper concurrencé sur Internet, ça ne marchera pas. Par contre, ça servira à ton référencement. Et le but du G, c'est qu'on monte vraiment le chiffre d'affaires des bons cadeaux. Donc, on a mis son site en septembre, au moment de Noël. L'année d'avant, il avait fait 6 000 € de vente de bons cadeaux sur sa boutique. Et là, il en a fait 12 000. Et en fin de compte, entre 6 et 12, c'était 6 000. Sa e-boutique ne lui avait pas coûté 6 000. Donc, il avait déjà remboursé le truc en année 1. Donc, souvent, les clients me demandent, oui, mais là, quand même, c'est un investissement, je ne sais pas si je le fais. Alors, moi, en fin de compte, je leur dis, on va faire comme on faisait avec Monsieur Maton, quand j'étais chez Maton. Parce qu'on a mis de l'investissement chez Maton, les catalogues, tout ça, millions d'exemplaires. Je gérais des très gros budgets de com. Chaque fois qu'on faisait une action qui coûtait un peu des sous, on se disait, combien est-ce qu'il faut qu'on fasse de ventes en face pour rentabiliser notre action? C'est quoi mon panier moyen? C'est quoi ma marge? Combien il faut que je fasse de ventes? Quand j'ai fait le calcul, quoi? Il faut que je fasse 2000 ventes pour rentabiliser cet investissement? Ah, ça ne va pas le faire. Hein. Je ne sens pas. Je ne fais pas. Quoi? Il suffit que je décroche 1 ou 2 clients et déjà j'ai rentabilisé le truc? Oui, j'y vais. Parce que là, normalement, si on fait bien le boulot en digital, des clients, on va les décrocher. Allez, j'y vais. Donc, effectivement, il y a cette notion d'outils de prospection et de rentabilisation de nos budgets. Derrière, vos commerciaux vont au rendez-vous. On se croise dans la rue. Tiens, en fait, Cécile, il faudra que je te voie, j'ai quelque chose à faire et tout. Oui, tu sais, Hervé, j'ai fait ça et ça comme site. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre chez soi ou on prend un smartphone tout de suite et on regarde sur le site et voir. Donc, c'est ce qu'on appelle un outil de transformation, de concrétisation des rendez-vous. Et ensuite, c'est un outil de fidélisation parce que effectivement, quand je vais faire des publications sur les réseaux sociaux, sur des sujets métiers importants, je vais renvoyer sur mon site pour qu'ils voient les nouveautés. Ah, Cécile, j'ai vu, dis donc, tu as fait une conférence à Valence, c'est drôlement bien et tout. Voilà, en fin de compte, on continue de parler de nous et le site, ça continue de dire voilà ce qui est nouveau, voilà ce qu'on a fait parce qu'on anime notre blog. Et du coup, c'est aussi un outil de fidélisation. Après, pour certains, quand on travaille dans l'e-commerce, c'est un outil aussi de SAV, de relation client, parce qu'on sait bien que tous les collaborateurs qui sont dans ces métiers-là, ils ont le site en permanence d'ouvert et ils regardent les infos sur le site. On peut imaginer qu'un commercial, il ne connaît pas bien l'argumentaire sur un produit en particulier. Si le produit il est bien travaillé sur son site, il regarde en compte rendez-vous. Du coup, effectivement, il va y avoir cette importance phénoménale. Donc, le site, petit chiffre qui doit vous interpeller, les sites qui ont un blog, ils ont 50% de trafic en plus que les sites qui n'ont pas de blog. Quand on entend le mot blog, notamment dans l'industrie ou dans certains métiers, ça fait un peu peur. Non, mais moi, je veux pas de blog, j'ai rien à dire. Attends, là, tu mets la compréhension du mot blog dans les blogs d'avant, les blogueurs, les journalistes qui faisaient effectivement des sites avec comme de la presse en ligne. Le blog, c'est quoi sur notre site internet?
on va parler de l'actualité de l'entreprise, des articles courts, nouvelles machines, nouveaux marchés décrochés, nouveaux salariés qui rentrent, bonne année à nos clients, actualité courte. Et derrière le blog, ça va nous permettre de faire des articles longs d'experts qui vont être ces fameux zones de texte qui vont attirer les internautes vers notre site et qui vont faire notre référencement. Aujourd'hui, un article de blog sur des secteurs d'activité où il y a un peu de concurrence en référencement, il doit faire 800 mots en moyenne. Donc, en fin de compte, si on est sur un secteur qui n'a pas trop de concurrence, on part sur du 500-600 mots, on peut faire du 800 mots, on peut faire juste du 1000 mots. Plus on va faire des choses mais intéressantes, hein, donc c'est là où il y a du coup une technologie qui va arriver et un métier qui est beaucoup plus technique, et plus on va tirer du monde, et c'est ces visiteurs-là qui vont après naviguer sur le site, qui vont voir le nom de l'entreprise, son savoir-faire, qui vont enregistrer l'entreprise et qui vont éventuellement la rappeler. Ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie de inbound marketing, on en appelle à bouche. En fin de compte, on n'est plus en train de faire de la prospection, d'aller chez les gens de manière intrusive, avec de la promo, avec du porte-à-porte, avec de la prospection téléphonique. On est en train de mettre du contenu sur Internet qui montre notre expertise pour partir à la pêche des visiteurs, les faire venir, faire découvrir notre entreprise, et le jour où ils ont un besoin, si derrière on a bien fait nos messages de partout, ben c'est de nous qui se rappellent et c'est vers nous qui reviennent. C'est un petit peu maintenant ce qu'on mélange, on ne fait plus de la prospection sortante comme on le faisait avant. Alors, aujourd'hui, petite question. Est-ce que parmi les présents, vous surveillez de près le trafic de votre site? Est-ce que vous pouvez, sur certains, me dire combien vous avez de visiteurs par mois sur votre site? Est-ce qu'il y en a qui connaissent le chiffre ou pas du tout? Moi, je peux en parler si tu veux, Cécile. Ouais. Du coup, comme tu disais, j'ai à peu près 20 visites par jour. Et dès que je fais un article de blog et que je le partage via ma page Facebook, j'ai entre 80 et 120 visites dans la journée. Ouais. Voilà. Donc, 20 visites par jour, si on fait par mois, parce qu'en général, moi, je raisonne par mois, ça fait globalement 30 que multiplie 20. Tu es à peu près sur un trafic de 600 visiteurs mois. Alors, pour que vous ayez un ordre d'idée, c'est vrai que selon les activités, selon ce qu'on représente, on va avoir des tranches de trafic à atteindre un peu différentes. Parmi mes clients, un exemple concret, donc Aquapassion, là, le centre aquatique, où elle a tous ses abonnés, où elle a ses plannings dessus, et ben elle a un trafic à peu près de 3000 visiteurs mois. Voilà. Un site internet qui fait de la vente en ligne, eh bien c'est sûr que en théorie, en dessous de 10 000 visiteurs, on est un peu pauvre pour générer des ventes. Quand on est dans l'industrie, ce sont mes clients industriels, ceux qui ne font entre guillemets rien, c'est-à-dire ceux qui ont un petit site, qui vont pas faire de levier, pas d'action de référencement, pas d'achat de mots-clés. En général, ils sont entre 250 et 400 visiteurs mois sur des métiers du bâtiment ou technique. Et après, par contre, dès qu'on est un peu plus régulier dans ce qu'on fait et qu'on anime, un exemple concret, Nelly, chez Bourguignon, on est à peu près aux alentours de 900 000 visites par mois. Chez Capifil, on était à peu près à 1200 visites par mois, et c'est vrai que pendant le Covid, avec ce qu'on a fait, on est monté à 2000 visiteurs pendant notre action de Covid. Ceci dit, Cécile, moi je voulais intervenir si ça t'ennuie pas. Ouais, c'était de dire, effectivement, c'est quand même pas facile de faire des articles de blog si on veut respecter un petit peu les contraintes imposées par Google. Donc, effectivement, certains ont de la facilité, comme Aurélie, et c'est super bien. Par contre, je trouve qu'il faut un minimum de formation et puis voir s'y tenir. Donc, ça veut dire qu'il faut quelqu'un, et c'est la raison pour laquelle, sans vouloir faire pub pour Boostacom, mais c'est la raison pour laquelle on vous a confié cette mission-là, parce que il faut s'y tenir. C'est vrai que les sujets, il y en a toujours plein, et ça, c'est peut-être pas le souci, mais en tout cas, il faut s'astreindre à publier régulièrement et en respectant un certain nombre de contraintes liées au formatage, etc. Et c'est des choses qui ne s'inventent pas, quoi. Donc, c'est vrai que du coup, ton intervention, c'est bien parce que je voulais rebondir, parce que je me laisse 10 minutes pour finir du coup. Effectivement, en fin de compte, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est en entreprise, on a envie d'être autonome. On a envie un peu de serrer les budgets, de faire par nous-mêmes. Il y a des choses qui seront facilement
qui se font facilement et qu'il faut que vous gardiez chez vous, c'est les réseaux sociaux. Quand j'ai mes clients en face de moi, je leur dis, formez-vous, les réseaux sociaux, c'est l'âme de l'entreprise, c'est vous qui êtes au courant de ce qui sort. Certes, vous pouvez me donner la main et je peux vous aider, on va le tenir à deux. Par contre, pour moi, vraiment, les réseaux sociaux, ça a du sens que l'entreprise elle le garde dans son giron parce que, un, c'est pas compliqué de former les gens, c'est pas des outils compliqués. Et deux, c'est l'âme de l'entreprise. Après, quand on passe sur des prestations de référencement naturel, et là, je prendrai le temps de partager l'écran pour que vous voyez un peu les outils que j'ai et du coup, quel travail on fait avant l'article de blog. Ou quand on passe sur des prestations, je veux acheter des mots-clés, eh bien, effectivement, là, on a des interfaces et des contraintes et des outils qui sont beaucoup plus compliqués. Donc, certes, nous, des formations sur Google AdWords, on en a fait une pour Nelly pour qu'elle comprenne et elle était… Voilà. Mais à un moment, Nelly, elle a dit, je préfère que toi, tu gardes la main dessus parce qu'effectivement, nous, après, on va analyser, on aura les bons ratios pour savoir si on est bon ou pas et c'est quand même des outils compliqués. Donc, à moins d'avoir quelqu'un qui est en poste, qui a fait une formation digitale dans la com, un Master 2 et qui est déjà OK avec ces outils, c'est des choses qui sont compliquées à prendre en compte avec l'entreprise. Ce qu'il faut que vous compreniez quand même, c'est qu'il y a quand même de la technique dans nos métiers. Et qu'à un moment, si globalement un étudiant qui sort à Bac+4, il n'est pas opérationnel en agence, qu'il faut encore le former derrière, alors qu'il a eu des formations analytiques, AdWords, tout ça, bon, c'est quand même des choses techniques. Donc, le conseil que je donne, moi, aux clients, c'est occupe-toi de tes réseaux sociaux, tu les gères. Donc, très souvent, nous, on fait des choses en binôme parce que du coup, le client, il sait que s'il n'a pas le temps ou sur des choses particulières où il veut un graphisme, et ben, du coup, on lui donne la main. Mais par contre, effectivement, ce qui est référencement et ce qui est Google AdWords, achat de mots-clés, on le garde. Alors, ce que je voulais vous montrer avant que vous partiez, parce que du coup, ça va mieux vous parler. Donc, ça, je vais partager. En fin de compte, j'ai fait des captures d'écran d'un process chez Bourguignon pour que vous compreniez concrètement ce qu'est le référencement. Parce que c'est toujours une vue de l'esprit, c'est un petit peu compliqué de faire comprendre ça aux clients. Alors, donc là, vous voyez, c'est les résultats d'une page de recherche Google où j'ai marqué comme mot-clé gouttière, aluminium, dalle, alu. Donc, gouttière, aluminium, dalle, alu, on est d'accord que j'ai mis le nom de la marque. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a déjà que les gens connaissent déjà la marque. Au niveau du premier encadré, vous avez le mot annonce. Annonce, ça veut dire que j'ai acheté le mot-clé et que c'est une publicité Google, que quand l'internaute va cliquer dessous, ça va coûter un certain prix à Nelly. Donc, on voit que dans les annonces, on a l'annonce de Nelly qui est arrivée en premier et on a l'annonce de ABI, ISO, LPA qui est Anmas qui arrive en deuxième. Alors déjà, vous pouvez me poser la question, qu'est-ce qui fait que mon annonce, elle arrive en premier derrière d'autres? Il faut savoir que les achats de mots-clés sur Google, ça va être assez technique parce qu'on va écrire ce qui est en bleu, on va écrire le texte qui est en gris, on va définir une enchère pour le mot-clé, on va faire certains paramétrages dans l'outil d'audience et de ciblage. C'est un outil, il y a des dizaines de paramétrages. Et la façon dont on va travailler notre annonce, Google va nous donner une note qui s'appelle le score qualité d'annonce. Et effectivement, eh bien, les gens qui ne sont pas professionnels et qui travaillent leur annonce tout seuls, ben, en général, ils vont peut-être faire des erreurs. Ils n'auront pas toutes les bonnes pratiques. Ensuite, cette annonce, on est bien d'accord, elle arrive sur le site de Nelly. Si les gens y cliquent, ils arrivent sur le site. Google, il va prendre en compte aussi la qualité du site. Si le site, il a beaucoup de texte, si le site, il est bon au référencement, etc. Et c'est ce qu'il va mettre aussi pour faire arriver l'annonce. Donc ça, c'est les achats. Si ça se trouve, ça coûte 20 centimes d'euros à Nelly quand on a cliqué dessus ou 10 centimes. Mais vous avez des mots qui vont coûter 12 euros le clic. Dans l'immobilier, tout le monde achète, ça coûte très cher. Ensuite, sur les résultats de ma page, là, vous voyez, j'ai des résultats, ce n'est pas marqué annonce. Donc là, on est bien d'accord, c'est le travail de contenu qu'on a fait sur le site. Et effectivement, c'est le référencement naturel. Là, on voit que pour gouttière, aluminium, dalle, alu, ben, on a effectivement les 3 premiers résultats, c'est Dalalu France. Pourquoi c'est Dalalu France? Parce que Dalalu France, il a un méga site énorme, beaucoup plus gros que Nelly, et notamment la taille du site
eh ben, c'est un des paramètres dans Google, hein. Il y a 350 paramètres. Et on est bien content parce que Nelly, elle arrive juste après la marque France et avant ses concurrents. Parce qu'on a fait, là, par contre, un travail spécifique sur la gouttière aluminium couleur où, effectivement, on a mis des mots à certains endroits. Donc, ce travail de référencement pour arriver là, comment ça se passe? L'histoire. Première histoire, première étape, j'ai un outil que je paye chaque mois, qui est un outil de référenceur. Et effectivement, j'ai étudié le champ gouttière aluminium. Et je pose la question à mon outil, qu'est-ce que les internautes tapent? Est-ce qu'ils tapent gouttière aluminium? Est-ce qu'ils tapent chenot aluminium? Est-ce qu'ils tapent gouttière carré aluminium? Et là, c'est que la capture d'écran de la première page. Selon les expressions que je vais étudier, je peux en général avoir entre 200 et 10 000 résultats. Donc là, c'est mon outil payant et il me dit, ben, Cécile, il y a tant de recherches Google. Vous voyez, gouttière alu, c'est tapé 6600 fois par mois. Ah, je me dis, super, je me frotte les mains. 6600 fois par mois, eh ben, ça fait quand même du monde. Hein. Donc là, je vais aller prendre les internautes qui tapent ça. Et effectivement, après, je vais regarder le nombre de résultats. Donc là, c'est en milliers, en millions, en centaines de millions ou en milliards. Et là, en fin de compte, l'outil, il fait quoi? L'outil, il pose la question à Internet et il demande, est-ce qu'il y a beaucoup de pages Internet qui se sont créées avec le mot gouttière aluminium? Parce qu'effectivement, on peut avoir un mot qui est très recherché, mais qu'on ne va pas travailler parce qu'on a déjà tous les autres sites Internet, des dizaines et des centaines de milliers, de millions de sites qui sont déjà dessus. Comment je vais faire moi pour arriver dans les 10 premiers résultats? Parce qu'on est bien d'accord que l'objectif final, c'est d'être dans le top 10. S'il y a 300 millions, ce n'est pas la peine. Hein. On ne sera pas dans le top 10 sur 300 millions. Donc, effectivement, mon travail, c'est à partir de ces résultats, je vais créer un tableau Excel, je l'exporte sous Excel. Et moi, c'est ce qu'on appelle l'analyse de données. On est bien d'accord que je vais analyser les données et je vais définir pour Nelly les termes qui sont intéressants que je vais répartir dans des articles que je vais écrire. Donc, effectivement, vous avez un travail de données et un travail chiffré qui est fait au début. Du coup, je pose la question, vous pouvez reprendre la parole. Est-ce que quand vous avez créé votre site Internet, au départ, est-ce que quand vous faites des articles de blog avec des options, avec une optique de vous dire je vais être référencé, est-ce que vous avez déjà eu des tableaux comme ça de chiffres voilà, qui vous ont été donnés par un prestataire ou par la personne avec qui vous avez travaillé? Absolument pas. Ah, voilà. Donc là, en fin de compte, c'est le cœur de mon métier et c'est pour ça que je suis contente d'en parler. En fin de compte, le référencement, aujourd'hui, il a trois grosses briques. La brique technique, ça, c'est l'informaticien. L'informaticien, il faut que son site, il charge vite sur le smartphone. Il faut que le code qu'il écrit soit écrit avec les dernières versions de code. On est d'accord? Il a tout un travail de faire qui est l'informatique et qui est le web développement. La deuxième brique qu'on travaille aussi beaucoup avant, on disait il faut que mon site il soit populaire, qu'il y ait plein de liens qui renvoient vers mon site. C'est ce qu'on appelle les liens. Et la troisième brique, c'est ce qu'on appelle le web sémantique. C'est ce travail de contenu qu'on fait, qui est mon travail. Et bien, j'ai de la chance, parce qu'en fin de compte, Google, l'algorithme a évolué dans le temps. Il y a encore 15 ans, 20 ans, ce qui faisait la pluie et le beau temps pour le référencement, c'était le développement et les informaticiens. Aujourd'hui, c'est la sémantique. Parce que globalement, tous les sites à peu près ont le même niveau technique. Globalement, si vous avez un prestataire en face de vous qui tient la route, il doit quand même assurer les choses, enfin, sous réserve. Hein. Et en fin de compte, la sémantique, eh ben, c'est un métier à part qui fait appel à la fois à la donnée, donc c'est un peu scientifique, mais à la fois à la rédaction un peu journaliste. Parce qu'une fois que j'ai les mots, eh ben, les mots, je vais les mettre dans mes textes qu'on voit, mais je vais les mettre dans des endroits que ne voit pas l'internaute. Et ça, je vais les remplir à la main. Donc, moi, je sais que quand je démarre un article de blog, chez nous, en moyenne, entre la recherche, l'écriture, remplir à la main les balises, mettre les images. Par exemple, pour info, un des ratios, un article de blog, vous devez mettre une image tous les 250 mots. Si vous faites 500 mots, il faut minimum 2 images. Vous devez mettre tant de liens. Vous devez écrire vos titres comme ça. C'est après toute une liste qui se déroule. Je mets à peu près
5 à 6 heures par article. Je peux pas mettre moins. Parce que d'abord, je vais écrire 600 mots, je vais le passer à la moulinette, je vais le mettre. Donc, c'est sûr que c'est du travail de fourmi. Mais après, ben, si ça ramène 70 visiteurs, 100 visiteurs ciblés, et que derrière, ça fait décrocher le téléphone pour dire « je vous passe une commande », ben, finalement, mes 6 heures, elles sont rentabilisées, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même un travail de fourmi, c'est ça le référencement. Voilà. Donc, au moins, vous aurez vu le derrière du miroir. Et là, sur ces tableaux, ben, récemment, j'ai fait du référencement pour une agence de location de voitures anciennes à Valence. Donc, jusqu'à présent, elle ne louait que des voitures anciennes, beaucoup de belles américaines. Et là, elle se lance dans la moto, dans la location de belles motos américaines. Donc, moto de piste, moto enduro et moto de course. Donc, on avait travaillé pour elle il y a 2 ans à la création de son site. Et elle vient me voir, elle me dit « Cécile, je fais dans le lancement de nouvelles activités, donc tu fasses du référencement. » Donc là, rien que sur les tableaux, bah, j'ai passé 12 heures. 12 heures sur mes tableaux Excel avant de choisir les bons mots avec elle, d'être sûr que c'est des opportunités pour être sûr que le temps que je vais passer après en blog, ça fasse effectivement de l'effet. Donc maintenant, on va conclure. Parce que voilà, donc ça, c'est effectivement, Dalalu, c'est une page intérieure et ça, c'est une page de blog. Vous voyez, là, on a travaillé habillage, planche de rive, aluminium. Voilà ce qu'on a travaillé. Donc, voilà. Donc là, ben, on voit, vous voyez, après notre outil nous permet de suivre ce qui se passe sur le site pour voir s'il progresse, combien d'expressions ils sont placés, combien de visiteurs ça lui rapporte chaque mois. Voilà. Et effectivement, ben, vous avez des cas très concrets. Par exemple, pour cette fameuse agence de location, il y a 2 ans, elle a rentré un tuk-tuk. Le tuk-tuk, vous savez, c'est le petit vélo moteur pousse-pousse asiatique. Elle a rentré ça parce qu'elle le loue pour les mariages, pour que les gens ils arrivent. Donc, il y a 2 ans, quand je l'ai formée, on a travaillé un article tuk-tuk mariage. Ben, son tuk-tuk, elle a des appels toutes les semaines pour le tuk-tuk mariage. Hein, voilà. Donc, quand on a ça, c'est pas une science exacte, mais globalement, et après, ben, on suit nos résultats. Ça, je suis tout le temps là-dedans pour suivre le résultat de ce que j'ai fait. Voilà. Donc, ça, on le passera, je vous le laisserai. Réseaux sociaux, ben, vous regarderez du coup mon tuto, choisir le bon réseau social qui correspond à votre entreprise et derrière, être régulier. Vous voulez être présent sur les réseaux sociaux et vous démarquer, mais vos concurrents sont aussi là. Donc, ça veut dire que ça ne va quand même pas être d'un coup de baguette magique que je vais avoir 2000 personnes qui me suivent en abonnés sur ma page. Hein. Ça avance petit à petit. Aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est que sur Facebook, si vous faites uniquement des publications sans mettre de budget publicitaire, vous avez tellement de monde sur Facebook que vous n'arriverez pas à ressortir. Les budgets publicitaires de Facebook sont quand même des budgets assez faibles, entre 5 et 25 € par campagne, hein, pour commencer. Mais par contre, Facebook, c'est très, très concurrencé. Donc, il faut faire de la publicité. Après, sur LinkedIn, pour les entreprises, LinkedIn, il y a vraiment encore de la place. Et surtout, LinkedIn, ça doit être un outil pour aller rechercher vos contacts, vos prospects et monter des tableaux Excel sur des plans de prospection. J'ai fait ça il y a longtemps déjà, en 2008, quand je suis arrivée chez STI Plastique en poste. C'est une des premières actions que j'ai faites, où en fin de compte, on m'a dit, nous, notre cible, c'est les responsables packaging de l'entreprise ou le responsable bureau d'études. Et notre marché, c'est les laboratoires pharmaceutiques. Donc, à l'époque, personne chez STI avait un compte LinkedIn un peu puissant. Donc, je l'ai fait avec mon propre compte LinkedIn, voilà, qui était déjà bien en place. Et effectivement, je suis allée chercher tous les gens qui occupaient ce poste-là. Et derrière, j'ai fait une recherche Internet pour arriver à trouver des mails ou me mettre en contact avec eux. Voilà. Donc, ça, c'est des fonctions qu'on a sur LinkedIn. Et ça, notamment, c'est des choses qu'on fait assez régulièrement où on forme le chef d'entreprise et les commerciaux à utiliser LinkedIn. Parce qu'après, ce qu'il faut savoir, c'est LinkedIn, quand vous faites une publication, ce qui est très important, c'est l'heure qui suit la publication, les likes et les partages qu'on a 1 heure après la publication. Donc, à un moment, c'est un travail d'équipe.
si un commercial ou un chef d'entreprise publie, il faut que toute l'équipe commerciale derrière, elle like la publication. Donc, c'est un peu des choses qu'on va mettre en place et c'est des choses qu'on fait pas mal en formation. Donc, écoutez, je vois encore de quoi vous parler, donc je vais m'arrêter pour l'instant. Pour conclure, donc, mon dispositif, c'est quoi? C'est mon site internet, 1 ou 2 réseaux sociaux, ma carte de visite, ma force de vente physique. Ça reste ma boutique, ça reste mes commerçants, ça reste moi. Je dois avoir une proposition de valeur de l'entreprise qui est clairement exprimée, qui me différencie de mes concurrents. Et je dois la partager. Je dois, derrière cette proposition de valeur, elle doit être clairement visible sur mes outils digitaux, attractive. Et derrière, une fois que j'ai mes outils, c'est que le début de l'histoire qui commence, parce qu'en fin de compte, ces outils, il faut les alimenter. Google, il fait des mises à jour de l'algorithme plusieurs fois par an. Il faut effectivement se tenir au courant, parce que si on a des choses qui datent d'il y a 10 ans, c'est forcé que ça ne correspond plus à la demande de Google aujourd'hui. Et ensuite, c'est vrai que, pour terminer, la com digitale et digital, c'est ce que voient aussi nos collaborateurs. Et je m'aperçois que ça devient aussi un outil de RH, que les gens ils sont fiers d'avoir un nouveau site, ils sont fiers de pouvoir le montrer, ils sont fiers de pouvoir dire regarde ce que mon entreprise elle fait. Et ça a aussi ces conséquences-là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je milite pour que la PME elle ait un dispositif digital à la hauteur de ce qu'elle fait. Voilà, excusez-moi, j'ai tenu un peu plus longtemps, donc je ne sais pas si vous avez des questions ou du coup, vous n'êtes pas trop intervenu. Voilà, je repasserai le replay de toute façon. Et puis au niveau de mon support, il y a encore d'autres choses que je n'ai pas dites aujourd'hui. Est-ce que globalement, ça a répondu à votre attente? Est-ce que, voilà, n'hésitez pas à me poser des allô? questions. Oui, j'ai une question. Ouais. Newsletter, c'est toujours, j'allais dire, d'actualité. C'est toujours un outil intéressant ou pas? Alors, c'est une bonne question. Je n'ai pas parlé aujourd'hui parce que ça aurait fait trop de levier. Alors, la newsletter est toujours un bon moyen dans la mesure où elle est utilisée de manière pertinente, c'est-à-dire qu'il y a la notion de ce qu'on appelle, on épuise notre fichier. On épuise notre fichier si on envoie trop souvent des newsletters et si le contenu n'est pas intéressant. Ensuite, c'est ce qu'on a abordé en première réunion pour le cas de l'AISG. Surtout, si vous faites de la newsletter, utilisez un outil professionnel pour l'envoyer, comme Mailchimp, comme Sendinblue, parce que si vous l'envoyez de votre propre messagerie, vous allez générer du spam donc chez vos clients qui ne liront pas la newsletter. Et après, c'est les mêmes principes que pour un site. Je ne me verrai pas m'envoyer une newsletter sans savoir qui a ouvert, qui a lu, qui a cliqué. Et derrière, qu'est-ce que je fais? Ceux qui ont cliqué, les commerciaux les rappellent. Donc, à un moment, si on fait des newsletters sans avoir un outil, on ne peut pas faire des plans de rappel pour les commerciaux. Donc, la newsletter, ça reste encore quelque chose qui marche à bon escient. Voilà. Par contre, par exemple, sur le e-commerce, on voit bien qu'on a des pics, dès qu'on envoie des newsletters, on a des pics de vente par rapport aux produits qu'on marche. Donc, oui, ça reste un outil. Et après, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, qui est déjà du digital avancé, mais qui est très prisé dans les services et dans les grosses boîtes, on fait ce qu'on appelle de la newsletter automation. Alors, la newsletter automation, c'est quoi? En fin de compte, c'est des plateformes où on va définir les étapes de nos clients, les vies de nos clients, par rapport notamment à certains endroits qui visiteraient du site. On va se faire des scénarios de vie client. Et en face de chaque étape, on va construire un contenu de newsletter adapté qui partira tout seul. C'est-à-dire que j'ai un exemple concret. Je mets en ligne sur le site de Boostacom un livre blanc de 30 pages qui explique les 8 étapes de création de site. Parce que je me dis, ça va faire envie aux gens de faire venir le site avec moi. J'ai fait une belle mise en page, un PDF. Par contre, ce PDF, je le mets en téléchargement qu'en laissant son adresse mail. Et avec un module d'automation, tous les gens qui vont télécharger mon livre blanc vont avoir automatiquement un mail qui va partir avec une offre de bienvenue sur le site internet. Derrière, s'ils reviennent visiter le blog, il y aura un deuxième mail qui partira sur un autre sujet. On va prévoir et on va faire tout ça en automatique.
C'est un peu ce qu'elle vend en poupe aujourd'hui. J'y crois, mais bon, moi que mon cœur de métier, mais c'est normal parce que je pense que j'ai une vision déformée aussi. Après, on a chacun nos spécialités. Hein. Mais par contre, c'est des outils merveilleux. Notamment, vous voyez, pour organiser des webinars, vous avez des outils pro qui permettront d'envoyer en automatique les mails d'invitation. Vous rentrez sur le webinar, vous rentrez votre mail et derrière, ben, vous recevrez pendant 2 mois des articles de blog sur le sujet, des choses pour que vous continuiez à penser à moi. Voilà, c'est un exemple. Bon, 10h18, hein. Il va falloir les travailler quand même. Hein. Parce que, écoutez, donc merci à tous. Donc à nouveau, le replay sera disponible sur YouTube. N'hésitez pas à le partager. Pour info, donc nous, on fait des ateliers de formation, notamment ateliers LinkedIn ou ateliers Facebook à plusieurs entreprises qui sont pris en charge au titre de la formation professionnelle. Donc là, on en a 2 en juillet, mais qui sont complets parce que je ne prends pas plus de 6-7 personnes pour être sûr de bien pouvoir montrer. Par contre, effectivement, je pense qu'on va en refaire en septembre. Pour ceux qui sont de l'AISG, on est content avec Emmanuel de vous dire que maintenant, je suis partenaire de l'AISG. Donc, effectivement, Emmanuel a bien l'objectif de pouvoir animer, faire monter en compétence les entreprises avec des ateliers de formation ou des interventions ponctuelles comme on fait aujourd'hui. Voilà, donc elle vous tiendra au courant, elle vous fera passer un petit peu les intitulés de formation, ce qu'on peut faire. Et puis après, sur des campagnes type, il faut faire des tests. Voilà, il faut pas tout révolutionner, on est bien d'accord, mais il faut faire des tests, il faut auditer le site. Mon site, je trouve que j'ai pas tant d'appels, on fait déjà un audit, on regarde ce qui se passe. Voilà. Merci.